Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, 24 morts dont 4 enfants. La spirale meurtrière continue. L'accident près de Louga a fait 76 victimes au total. Les autorités dénoncent un surnombre de 16 passagers. Le plan blanc a fonctionné. Tous les blessés ont été pris en charge dans le nord. À la une de l'actualité, colère des travailleurs de l'AFTU, le mot d'ordre de grève encore maintenu. Les travailleurs se disent prêts eux aussi à négocier avec les responsables de l'association. Émigration clandestine, carnet de voyage de candidats malheureux. Un retour à la case de départ tout aussi pénible que le voyage hasardeux. C'est le dossier du 20h. Et puis au Niger, le président Mohamed Bazoum face à une tentative de coup d'État. Le chef d'État nigérien retenu par la garde présidentielle. Ce soir, la situation est encore très confuse. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. « 24 décès, dont 4 enfants et 52 blessés. Bilan de l'accident survenu ce matin à 7h40 près de Louga. Selon les témoignages, le conducteur du bus a perdu le contrôle du véhicule en pleine vitesse sur une chaussée mouillée par la pluie. 76 personnes étaient à bord pour une capacité de 60 passagers, un surnombre de 16 voyageurs. Sur les 24 morts, 22 ont perdu la vie sur le coup. Une fillette de 10 ans a succombé à l'hôpital régional de Saint-Louis où sont internés 11 blessés. Une autre victime a succombé à l'hôpital de Louga où 30 blessés ont été pris en charge. Le véhicule était en provenance de Tchoubalelao, c'est dans le nord du Sénégal. Un accident tragique, le bus a été totalement détruit. Voyons tout cela avec Tierno-Fall. Le bilan est très lourd. Il s'agit de 24 personnes qui ont perdu la vie dans cet accident survenu ce matin sur la route nationale numéro 2 à l'entrée de Louga. Pour le bilan définitif, on se retrouve avec 74 victimes, dont 43 blessés graves. Prise en charge et évacués initialement au niveau de l'hôpital régional de Louga. 9 blessés légers et 22 corps sans vie sur place. Maintenant, le bilan a un peu évolué parce que les blessés, une fois arrivés à l'hôpital, il y a un qui a malheureusement succombé à ses blessures. L'accident implique un bus de transport en commun en provenance de Tchoubalel-Lao dans le département de Podor pour se rendre à Dakar. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé à destination. Babacar Sow est l'un des passagers. À peine je me suis réveillé, j'ai senti que le véhicule était sorti de sa voie normale. Le chauffeur a ensuite essayé de recadrer le véhicule, mais il a perdu le contrôle du volant. Après, le bus s'est renversé. J'ai vu des passagers inertes. Il y avait 3 apprentis à bord, mais ils sont morts sur le coup. Babacar s'en est sorti avec une petite blessure à la jambe, mais pour ses 2 compagnons, malheureusement, l'un a perdu la vie et l'autre figure parmi les blessés graves. J'ai des parents laoubés qui étaient à bord du véhicule avec moi. 2 frères, mais l'un d'eux a perdu la vie. Moi, je m'en suis sorti avec une blessure au pied. Mais heureusement, j'ai été pris en charge. Je rends grâce à Dieu. Je pouvais aussi y rester. Que le bon Dieu accueille au paradis les victimes. Au total, l'accident a fait 74 victimes, dont 24 décès. Les corps sans vie ont été transportés à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Pour les blessés graves, au nombre de 41, les 30 sont pris en charge au niveau de Louga et 11 parmi eux ont été évacués à Saint-Louis. Tcherno, et dès les premières heures du drame, les autorités ont déclenché le plan blanc, ce plan d'urgence et de mobilisation immédiate de tout moyen pouvant permettre de faire face à une situation exceptionnelle comme un afflux massif de patients. C'est ce qui a permis, selon le ministre de l'Intérieur, la prise en charge de tous les blessés dans cette partie du pays.
Ousseynou Diop. Le bilan de l'accident survenu dans la région de Louga a fait 24 morts. La dernière victime est décédée à l'hôpital régional de Saint-Louis après avoir reçu les premiers soins, selon le ministre de l'Intérieur. C'est un accident tragique avec un lourd bilan. Nous avons déploré sur site déjà 22 décès. Ensuite, il y a eu 2 autres décès qui sont intervenus respectivement à l'hôpital de Louga et à celui de Saint-Louis. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye, et le ministre du Développement communautaire, Sam Ndiobenka, étaient tous venus à Louga pour s'enquérir de la situation des blessés. Le ministre de l'Intérieur a promis des mesures draconiennes contre les chauffeurs qui volontairement mettent la vie de la population en danger avec des surnombres notés dans les voitures de transport. Il ne roulait pas de nuit. N'empêche, il y avait un surnombre de passagers qu'il faut déplorer et inévitablement, cette question, on devra la prendre en charge. Avec les acteurs du secteur, il faudra, sur les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, mais sous la coordination du Premier ministre, revoir cette question et cette épineuse question qui concerne le nombre de passagers à bord des véhicules. Le ministre de l'Intérieur a aussi annoncé que les blessés légers et graves seront pris en charge par l'État du Sénégal. Blessés qu'on a enregistrés lors de cet accident. Donc le plan blanc a été déclenché pour les hôpitaux de Louga et de Saint-Louis et l'ensemble des blessés a été pris en charge par la zone nord et aucune évacuation n'est allée vers Dakar ou ailleurs. À Louga, cette route est jugée très accidentogène. En moins de 6 mois, près de 50 personnes ont perdu la vie sur l'axe Nguensar-Louga. 20, 30, 40, les morts par accident se comptent par dizaines au Sénégal. Des experts en sécurité routière s'interrogent et s'étonnent tout aussi. Comment stopper cette spirale meurtrière? Élément de réponse, Cheikh Diop et Diafaraba. Le bilan est lourd. Plus de 20 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route. Plusieurs blessés enregistrés. Le drame s'est déclaré à Nguensar, à quelques kilomètres de Louga. Cet expert en sécurité routière déplore. Il n'y a pas encore longtemps, c'était à 6 kilos avec plus de 50 morts directs. Sakal avec plus de 20 et quelques morts. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est au Sénégal où on voit des accidents où on compte le nombre de décès par dizaines. C'est inadmissible. C'est anormal. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles, mais nous devons aussi revoir nos comportements. En cette période d'hivernage, les accidents de la circulation sont fréquents. Entre autres causes, les défaillances techniques. Le problème encore des visites techniques qui se posent, c'est-à-dire que beaucoup de voitures aujourd'hui ne se répondent pas aux normes qu'il faut pour quand même pouvoir apporter de longs voyages. Chaque voyage, ça doit avoir une consultation du syrophotique quand même, du machine, pour voir est-ce que réellement ces transporteurs peuvent encore quitter Dakar vers Fouta. Les conseils pratiques de nos interlocuteurs, plus de responsabilité et de vigilance. Il faut qu'il y ait une formation permanente. Parce qu'aujourd'hui, les conducteurs impliqués sont des conducteurs professionnels. Donc, à tout point de vue, il devait être préparé. Et le conducteur, c'est lui qui doit s'adapter à l'infrastructure. C'est lui qui doit s'adapter à la météo. Il ne peut pas influencer ces 2 facteurs-là. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Modérer sa vitesse et puis savoir que, effectivement, sur le plan des infrastructures, aussi il y a des efforts à faire. Pour le moment, la cause de l'accident de Nguensar n'est pas encore connue. Toutefois, ces experts en sécurité routière sensibilisent les conducteurs sur le danger relatif à l'excès de vitesse. Et après l'accident tragique en début d'année, l'accident de 6 kilos, 23 mesures fortes avaient été annoncées par le gouvernement. On s'interroge ce soir sur l'efficacité de ces mesures que nous rappelle Dissa Prera. Encore des morts sur les routes du Sénégal. Cette fois-ci, elles sont 22 victimes qui ont perdu la vie entre Louga et Saint-Louis. C'est un bus en provenance de Matam qui se serait renversé sur la chaussée, occasionnant ainsi dans un premier temps 16 morts sur le coup. Le reste des victimes a été enregistré à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye.
Cette catastrophe n'est pas la première à subvenir sur cet axe routier. L'on se rappelle, le 16 janvier dernier à Sakal, 22 personnes y ont perdu la vie. C'était une collision entre un car de transport en commun et un camion. Des accidents mortels. Le Sénégal en a connu ces 6 derniers mois de l'année 2023. L'un des plus émouvants est assurément celle de 6 kilos. 42 personnes y ont perdu la vie. Suite à ces drames, un conseil ministériel de lutte contre l'insécurité routière avait d'art été retenu pour statuer sur les mesures qui devaient être prises. Une fois le diagnostic établi, 22 mesures ont été retenues, des mesures annoncées avec force détermination par Amadouba. En son temps, il avait été dit que les actes suivront et ne feront l'objet ni de report, encore moins de compromis. Entre autres mesures édictées, l'interdiction du transport urbain de 23h à 5h du matin, limiter à 10 ans de vie les véhicules de transport de personnes, l'interdiction d'importer des pneus d'occasion, ouvrir des centres de contrôle technique dans toutes les régions, mais aussi interdire les porte-bagages. Autant de mesures qui, depuis leurs annonces, semblent tomber dans le néant. Alors, des questions s'imposent. Où en est-on avec la mise en place de la structure multisectorielle chargée de l'application rigoureuse des dispositions du Code de la route? Bilan de l'accident, rappelons-le, qui fait état de 24 morts et 52 blessés, bilan qui a donc évolué. Restons dans le secteur du transport avec cette grève qui continue. Les travailleurs de l'AFTU maintiennent le mot d'ordre de grève. Ils exigent toujours la satisfaction de leurs revendications d'ordre contractuel. Ils se disent prêts eux aussi à négocier avec les responsables de l'association. Habib Faye. La grève des chauffeurs et receveurs de AFTU est loin de connaître son épilogue. Ils maintiennent le mot d'ordre et posent leurs conditions pour une éventuelle suspension. La suspension ne peut provenir qu'après le résultat obtenu sur la table des négociations. Ces chauffeurs du syndicat des professionnels du transport sont très remontés contre leur ministre de tutelle. Si aujourd'hui nous avons des problèmes, si aujourd'hui la convention de concession est bafouée, même si le ministre ne réagissait pas, le CETUD à tout moment devait le rappeler au patron de l'AFTU et de faire appliquer la loi. Ils combattent la précarité de leurs conditions de travail. C'est qu'il faut forcément un contrat. Lorsqu'il y a un contrat, il faut forcément un salaire décent et un bulletin de salaire. Lorsqu'il y a le bulletin de salaire, il y a coupure pour l'ISPRES, coupure pour la caisse de sécurité, coupure pour l'IPM. Ce sont les institutions sociales pour permettre aux travailleurs d'aller à la retraite tranquillement, à l'ensemble des travailleurs et à leurs familles de se soigner à travers l'IPM. C'est ça les conditions minimales de respect. Cependant, une réunion est prévue pour décanter la situation. Merci Habib. Début des travaux du port de Ndayane, lancé par le président de la République. Le directeur du port autonome de Dakar a procédé ce mercredi au démarrage effectif des travaux du port de Ndayane. Selon Muntagassi, l'État a respecté les barèmes d'indemnisation. Par conséquent, rien ne peut empêcher le démarrage des travaux. Le voici. J'ai indiqué tout à l'heure, il y a un barème d'indemnisation. Dans ce type de projet, il y a d'abord un décret d'utilité publique qui encadre le périmètre du projet avec l'ensemble des coordonnées cadastrales. Ce décret a été pris en 2021. Après, l'État du Sénégal procède aux opérations de recensement des personnes impactées par le projet. Ces opérations de recensement sont encadrées par le préfet du département concerné. Une fois que les opérations de recensement ont été faites, c'est toute l'administration, les eaux et forêts, le cadastre, qui encadrent les opérations et mettent en place des commissions de conciliation. Pour chaque type de terroir, un barème d'indemnisation est mis en place. Ce barème d'indemnisation porte d'abord sur l'assiette foncière, sur la personne a des droits sur le foncier, titre foncier, un bail, une occupation coutumière. Mais après aussi, il y a un barème d'indemnisation qui porte sur les impenses. Les impenses, c'est le bâti sur l'assiette foncière. Ce barème d'indemnisation du bâti sur l'assiette foncière a fait l'objet de conciliation pour ceux qui habitent sur la façade maritime, mais aussi ceux qui sont aux alentours du périmètre. Le Sénégal va se doter d'une nouvelle loi contre la corruption. L'annonce est faite par le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, Serigne Bassirou Gueye, que nous écoutons avec notre équipe à Mbour. Il faut porter le message de la lutte contre la corruption partout au Sénégal, dans les coins, dans les recoins. Et pour cela,
C'est une stratégie qui nous appartient et vous avez un rôle important à jouer. En termes de crédibilisation d'abord des organes qui luttent contre la corruption. Parce que si les organes ne sont pas crédibilisés, les citoyens n'y croiront pas. Donc aidez-nous à crédibiliser l'OFNAC, à crédibiliser les institutions et nous ferons notre travail et vous en serez satisfaits, Inch'Allah, pour bouter la corruption. Donc chaque année, il y a un rapport qui est fait. Aujourd'hui, nous sommes là pour d'abord dire, nous rappeler l'objectif qui nous avait été assigné. Nous dire en deuxième lieu, qu'est-ce que nous avons fait? C'est-à-dire où en sommes-nous? Et ensuite dire quelles ont été nos contraintes, quelles ont été nos satisfactions. Et enfin, où irons-nous? Le Sénégal est déjà très coté au niveau international parce que tous les organes qui sont recommandés par les conventions auxquelles nous sommes partis ont été institués au Sénégal. Les acteurs qui sont dans la lutte contre la corruption sont extrêmement dévoués. L'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts aussi en termes de nous doter de ressources humaines et financières pour mener cette lutte. Il nous reste maintenant à comprendre que la lutte contre la corruption est une stratégie à long terme et que chacun a sa part et que personne ne peut se permettre de saboter la stratégie par des réflexions, par des messages. Nous avons un message que nous devons tenir ensemble, vous et nous, pour que les Sénégalais croient à cette lutte-là. Et pour cela, ça ne peut pas passer à la décrédibilisation des institutions qui les organisent. Et c'est sur ça vraiment que j'attire votre attention et je vous supplie quand même de nous aider par rapport à ça. Du 20h consacré au phénomène de l'émigration clandestine, carnet de voyage de candidats malheureux, un retour à la case de départ tout aussi pénible que ce voyage hasardeux. Nos reporters ont donné la parole à d'anciens candidats qui partagent leur vécu, effet de voyage, retour et réinsertion familiale et sociale. Si certains migrants ont réussi à regagner l'Europe, d'autres sont revenus au bercail devant faire face au regard de la société ou aux vicissitudes de la vie. Prétexte saisi pour s'arrêter encore sur les dizaines de victimes notées depuis le début de l'année. Le bilan le plus récent fait état de 16 morts à Ouakam. C'est le dossier du 20h avec Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Quand on lui parle de l'immigration irrégulière, ce pêcheur pense subitement à cet être cher qui manque toujours à l'appel. Conséquence de ce voyage risqué. Moi qui vous parle, cela fait maintenant 3 ans que je n'ai pas eu de nouvelles de mon frère jumeau. Il avait pris une pirogue pour se rendre en Espagne. Moi aussi, j'ai tenté l'aventure. J'ai même vécu en Espagne. Finalement, j'ai décidé de revenir au pays. On quitte le quai de pêche de Yoff, direction Rufisque, une autre localité de pêcheurs très frappée par ce phénomène. Ici, un autre candidat à l'émigration nous raconte sa mésaventure. Beaucoup de personnes volent le Nidougal. Je me rappelle toujours de notre rapatriement à Dakar. On était plus d'une 60aine. Une fois au pays, on nous avait remis 25 000 francs et des promesses de réinsertion. Mais depuis lors, on n'a rien vu. Jusqu'à présent. Parfois, il s'agit d'un périple humiliant pour rien, même si certains ont réussi à s'intégrer en Europe. Ceux qui échouent, par contre, font profil bas au pays et font face à la stigmatisation et à l'exclusion familiale. À mon retour, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Cette situation m'a fait beaucoup de peine car j'avais vraiment envie de réussir en Espagne et de soutenir ma famille. Mais hélas. Moi, j'avais mesuré l'importance d'un retour au pays. C'est plutôt mes proches qui ont plus souffert de ce retour au bercail. Mais aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Dieu merci. Et c'est cela qui fait qu'en général, l'individu, particulièrement donc les candidats malheureux, sont naturellement plongés dans une très profonde angoisse existentielle, avec donc des conséquences à la longue sur le plan donc mental, tel que donc le fait d'avoir des comportements dépressifs jusqu'à la démence, alors que la société, il lui suffisait simplement de soutenir donc l'individu, en tout cas moralement et psychologiquement, pour qu'il puisse donc s'en remettre. Donc il faudra, nous, ce que nous avons appelé relecture des perspectives. Il faudra l'éveil à la fois à la notion de Tekki et d'Ambam. Donc tous ces facteurs-là, c'est tout cela qu'il faudra revoir. Il faudra un autre mode de société qui puisse, un contrat social qui puisse absorber toutes ces problématiques-là, afin que cette jeunesse se dise en fin de compte que notre avenir est ici et non en Méditerranée.
Des candidats et des candidates tentent toujours de partir des côtes sénégalaises dans le but de trouver de meilleures conditions de vie. Pour résoudre les migrations irrégulières, les spécialistes recommandent d'adopter des mesures appropriées, comme celle évoquée dans le cadre du programme Nouvelles Perspectives de l'Union européenne, destiné aux médias dans la sensibilisation, mais aussi les objectifs du développement durable. Merci Ibou. L'actualité internationale, c'est la situation préoccupante au Niger. Le président Mohamed Bazoum, retenu par la garde présidentielle. Une tentative de coup de force est donc en cours. Le point avec Daniel Diouf. C'est vers 5h30, heure locale, ce mercredi, que des éléments de la garde présidentielle ont bloqué les accès au palais présidentiel. Les autorités ont d'abord parlé d'un mouvement d'humeur anti-républicain de la part des membres de la garde présidentielle. Officiellement, il s'agit d'une tentative de coup d'État. Des pourparlers sont initiés entre les autorités politiques et ces éléments qui ont manifesté ce mouvement d'humeur anti-républicain, toujours selon les termes de la présidence. Un dispositif des forces spéciales nigériennes, fidèle au président Bazoum, est positionné autour de la radio et de la télévision publique. À Niamey, des manifestations de soutien au chef de l'État nigérien ont essuyé des tirs de sommation de la garde présidentielle. Les réactions internationales se multiplient. L'Union africaine condamne et appelle au retour immédiat et sans condition des militaires félons à leur caserne. Patrice Talon, président du Bénin, est annoncé au Niger dans l'espoir de servir de médiateur au nom de la CEDEAO après une rencontre avec Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria qui dirige l'organisation. L'institution sous-régionale condamne avec la plus grande fermeté la tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les putschistes à libérer immédiatement et sans condition le président démocratiquement élu du Niger. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a aussi pris la parole au nom de l'institution pour condamner avec la plus grande fermeté toute tentative de prise du pouvoir par la force et d'atteinte à la gouvernance démocratique, à la paix et à la stabilité au Niger. À Washington. Merci Daniel. En sport, Ismaël Jacobs, proche de Nottingham Forest en Première Ligue, le Sénégal au championnat d'Afrique de boxe au Cameroun avec 12 boxeurs. L'équipe nationale féminine de basket du Sénégal victorieuse lors de son dernier match de préparation de l'Afrobasket 2023. Le round-up de l'Actu Sport, c'est avec Cher Sadi Boudiara. Nous démarrons par l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, qui se rassure à 2 jours du début de l'Afrobasket Rwanda 2023. Pour leur dernier match de préparation dans la salle Kigali Arena, les Lions ont battu la République démocratique du Congo sur le score de 71-53. Une victoire de 18 points d'écart qui, après la défaite 70-69 face au Mozambique, va sûrement redonner de la confiance aux Sénégalaises. Des Lions qui vont faire leur entrée en lice à l'Afrobasket 2023 dimanche face à l'Ouganda à partir de 16h. En attendant, l'équipe nationale du Sénégal de boxe anglaise est présentement à Yaoundé au Cameroun pour les besoins des championnats d'Afrique de la discipline du 26 juillet au 6 août prochain. 12 boxeurs, dont 4 femmes, vont défendre les couleurs du Sénégal. Ces championnats d'Afrique servent de test aux boxeurs sénégalais en vue du tournoi de qualification olympique prévu à Diamniadio du 9 au 15 septembre prochain. Passons au football avec l'international sénégalais de Monaco, Ismaël Jacobs, proche de rejoindre Nottingham Forest en Première Ligue anglaise. Selon Fabrizio Romano, le très réputé spécialiste des transferts de footballeurs, Jacobs, latéral gauche de métier, a déjà trouvé un accord avec ce club où évoluent les Sénégalais Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté. Terminons avec les mondiaux de natation en ce moment au Japon. Le nageur tunisien Ahmed Afnaoui y a décroché ce jour le titre de champion du monde au 800 mètres nage libre avec un chrono de 7 minutes 37 secondes. Sa deuxième médaille dans ces mondiaux après celle en argent obtenue sur la distance du 400 mètres. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue. Soir d'info, la suite avec Papa Blader et son invité ce soir. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.